17 mars 2019, Texas, comté de Harris, minuit et demi. Un appel parvient au 911. Une voix masculine, nerveuse. Je dois signaler une situation. L'opérateur demande ce qui se passe. Il se passe quelque chose là-bas. 1847 Oak Street, un parc de mobile homes. Le nom est Atkinson. Que se passe-t-il exactement? Qu'avez-vous vu? Pause. Bruit de fond. On dirait que l'appelant est dehors. Je ne peux pas expliquer au téléphone. Envoyez juste quelqu'un vérifier. Est-ce une situation d'urgence? Je ne sais pas. Peut-être. Allez-y, c'est tout. Beeps. La communication est si coupée. L'opérateur tente de rappeler. Le numéro est indisponible. Une carte SIM prépayée, achetée en espèces. Impossible à tracer. L'appel est anonyme, les détails flous, mais le ton de la voix est inquiétant. On n'ignore pas ce genre d'appel. Le répartiteur transmet l'information à une patrouille. Situation indéterminée au 1847 Oak Street. Nom des résidents, Atkinson. Vérification requise. 2 officiers, Rodriguez et Simmons, se rendent sur place. En chemin, ils vérifient la base de données. Bradley Atkinson, 34 ans. Quelques amendes pour infraction au code de la route. Sa femme, Christy, 32 ans. Aucun signalement de conflit, aucune plainte des voisins. Dossier vierge. 12 minutes plus tard, ils sont sur les lieux. Le parc de mobile homes est calme. La plupart des fenêtres sont sombres. Le mobile home des Atkinson se trouve dans un coin reculé, vieux, beige, quelconque. Un pick-up est garé devant l'entrée. Un vélo couvert de poussière repose sur la pelouse. Rodriguez frappe à la porte. Police du comté de Harris, ouvrez s'il vous plaît. Silence, puis des pas. La porte s'entrebâille, retenue par une chaînette. Une femme aux cheveux blonds ébouriffés, en robe de chambre. Christy Atkinson, les yeux rouges, le regard méfiant. Oui? Bonsoir, nous avons reçu un signalement concernant un problème potentiel à cette adresse. Tout va bien? Christy les regarde pendant quelques secondes. Quel signalement? Un appel anonyme? Pouvons-nous entrer pour discuter? Elle hésite, se retourne comme pour consulter quelqu'un à l'intérieur. Elle retire la chaînette. Entrez. À l'intérieur, un homme est assis sur le canapé. Bradley Atkinson, costaud, cheveux coupés courts, t-shirt et jeans. Il a l'air mécontent. De quoi s'agit-il? Nous avons reçu un appel concernant un problème possible dans votre maison. Nous devons nous assurer que tout va bien. Tout va bien? Quelqu'un a fait une blague. Les officiers inspectent les lieux. Un mobile home ordinaire, cuisine séjour, un couloir menant à la chambre et à la salle de bain. C'est propre, aucun signe de lutte ou de conflit. Vous vivez ici à 2? Demande Simmons. Christy acquiesce. Oui, juste nous. Y a-t-il eu des conflits avec les voisins? Bradley secoue la tête. Nous ne parlons pas aux voisins. Je ne vois pas qui a pu appeler. Pouvons-nous inspecter les autres pièces? Bradley se tend. Pourquoi? Juste pour nous assurer que tout est en ordre. Pause. Il regarde sa femme. Celle-ci reste silencieuse, les yeux fixés au sol. D'accord, regardez. Les officiers s'engagent dans le couloir. La salle de bain, vieille mais propre. La chambre, un lit double, une armoire, une commode. Au mur, quelques photos de Christy et Bradley. Tout semble normal. Tout est en ordre. Désolé du dérangement, dit Rodriguez. Christy hoche la tête sans lever les yeux. Les officiers s'en vont. Dans leur rapport, ils écrivent « Aucun signe d'incident détecté, les résidents vont bien ». Mais les appels anonymes sont toujours transmis plus loin, au service de protection de l'enfance. C'est là que l'on décide s'il faut poursuivre les vérifications. Et c'est précisément cette transmission de données qui allait déclencher ce qui, 4 jours plus tard, transformerait ce mobile home ordinaire d'Oak Street en scène de crime. La police venait de partir, ignorant que derrière l'une de ces portes se cachait une histoire vieille de 6 ans. Le lendemain matin, la travailleuse sociale Jennifer Cole reçut une notification standard de la police. Appel anonyme, vérification à l'adresse, résident en ordre. Habituellement, ces dossiers sont classés immédiatement, mais le protocole exige au moins une étude minimale de la famille si l'appel concernait une menace potentielle. Cole ouvre la base de données. Bradley et Christy Atkinson, mariés depuis 8 ans, 2 enfants officiellement enregistrés, Kyle, 12 ans, et Lauren, 8 ans. Tous 2 sont inscrits en instruction en famille. C'est légal au Texas, aucune infraction. Jennifer appelle plusieurs voisins du parc de mobile homes. Question standard. Connaissez-vous la famille Atkinson? Avez-vous vu quelque chose d'inhabituel? Y a-t-il eu des plaintes? Le premier voisin, Robert Miller, vit 3 maisons plus loin. Il est bref. Si je les connais, eh bien, on se salue quand on se croise.
Bradley travaille dans la construction, je crois. Christy est femme au foyer. Des gens calmes, ils restent dans leur coin. Et leur famille, avez-vous vu quelqu'un d'autre? Oui, ils ont un fils, Kyle, je crois. Parfois, il fait du vélo dans le parc, un gamin normal. Quelqu'un d'autre? Eh bien, il y en avait une autre, plus jeune. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Elle est peut-être partie chez des parents ou quelque chose comme ça. Jennifer note. Depuis combien de temps ne l'avez-vous pas vue? Je ne sais pas. 2 ans, probablement. Peut-être plus. Je ne surveille pas spécialement. L'appel suivant est pour Margaret Hayes, une femme âgée qui vit en face des Atkinson. Elle parle plus volontiers. Christy, une femme charmante. Nous discutons parfois quand elle sort à la boîte aux lettres. Une famille très religieuse, ils vont à l'église. Bradley est poli, il salue toujours. Avez-vous vu leur fils? Kyle, bien sûr. Un bon garçon, bien élevé. Parfois il m'aide à porter mes courses depuis la voiture. Et leur fille, Lorraine? Pause. Lorraine. Pour être honnête, cela fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Christy disait qu'elle était malade. Quelque chose avec son système immunitaire, je crois. C'est pour ça qu'ils la gardent à la maison, ils ne la laissent pas sortir. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Je ne m'en souviens même pas. Il y a 3 ans, peut-être. Elle était toute petite à l'époque. Et cela ne vous a pas inquiété? Eh bien, si elle était malade, c'est logique qu'on ne la laisse pas sortir. Christy expliquait que les médecins conseillaient d'éviter les contacts. Je n'ai pas pensé que c'était suspect. Jennifer prend note. La fille ne sort pas de la maison depuis plusieurs années. Explication. La maladie. Elle appelle 2 autres voisins. Les réponses sont similaires. Famille normale, calme, religieuse. Bradley travaille. Christy s'occupe de la maison. Kyle joue parfois dans la cour. Personne n'a vu Lorraine depuis longtemps, mais tout le monde a entendu parler de sa maladie. Cole vérifie les dossiers médicaux. Lorraine Atkinson a vu un médecin pour la dernière fois en 2013, quand elle avait 2 ans. Depuis lors, rien. Aucune visite chez le pédiatre, aucune hospitalisation, aucune prescription. C'est étrange. Si elle a de graves problèmes de santé, il devrait y avoir au moins des traces minimales, mais il n'y en a pas. Jennifer appelle l'église fréquentée par les Atkinson. Elle parle au pasteur John Reeves. Oui, je connais Bradley et Christy. Ils viennent nous voir chaque dimanche. Un couple très pieux, très actif dans la vie de la communauté. Avez-vous vu leur fille, Lorraine? Non. Christy a mentionné qu'elle était très faible, qu'elle ne pouvait pas sortir de la maison. Nous avons prié pour sa santé plusieurs fois. Et avez-vous vu leur fils? Kyle? Bien sûr. Il est souvent avec eux. Un garçon calme et obéissant. Le tableau se dessine. La famille Atkinson. Des voisins modèles, religieux, sans problèmes avec la loi. La seule bizarrerie est Lorraine. Personne ne l'a vue depuis des années. Mais tout le monde a une explication. Elle est malade. Jennifer revient au protocole de vérification de la police. Les officiers ont inspecté le mobile home, parlé aux résidents. Ils n'ont trouvé aucun signe d'incident. Le rapport indique 2 adultes vivent dans la maison, personne d'autre. Pourtant, officiellement, 2 enfants sont enregistrés dans la famille, Kyle et Lorraine. Les voisins voient Kyle. Lorraine, non. Cole passe un autre appel. Elle contacte le département de l'éducation du comté de Harris. Elle demande les données sur l'instruction en famille des Atkinson. Les documents sont en règle. Christy a déposé une demande d'instruction en famille pour les 2 en 2015. Chaque année, elle envoie des rapports de progression. Formellement, toutes les exigences sont remplies. Mais les rapports sont rédigés par les parents. Personne ne les vérifie en personne. Personne ne voit Kyle et Lorraine. Personne ne leur fait passer de test. Le système repose sur la confiance. Et dans ce système, il suffit d'écrire que tout va bien. Jennifer repose le téléphone. Devant elle, une situation standard, une famille sans problème, des explications logiques, des documents en règle. L'appel anonyme aurait pu être une erreur ou un canular. La police a déjà vérifié, tout est propre. Elle pourrait classer l'affaire dès maintenant. Mais quelque chose la tourmente. Lorraine n'a pas été vue depuis plusieurs années. Il n'y a aucun dossier médical. La police dit que 2 personnes vivent dans la maison, alors que 4 y sont enregistrées. Elle prend une décision. Demain, elle se rendra chez les Atkinson en personne. Pas comme une inspection officielle, juste une visite de travailleuse sociale. Elle verra la famille de ses propres yeux, parlera à Christy et Bradley. Et surtout, elle veut voir Lorraine. Cette décision va tout changer. Car 24 heures plus tard, Jennifer Cole entrera dans ce mobile home et découvrira ce que la famille Atkinson cachait depuis 6 ans. Et cette découverte déclenchera l'une des enquêtes les plus retentissantes de l'histoire du Texas. 20 mars, matin.
Jennifer Cole demande le dossier complet de Lorraine Atkinson. Acte de naissance. Lorraine May Atkinson, 14 avril 2011, hôpital du comté de Harris. Document authentique. Carnet de santé. Des notes seulement pour les 2 premières années. Examen de routine, vaccin à jour. Dernière visite. Mai 2013, Lorraine avait 2 ans. Après cela, le néant. Dossier de la maternelle. Lorraine a fréquenté la maternelle Sunshine de septembre 2013 à décembre 2014. Les éducatrices écrivaient « calme, timide, s'entend bien avec les autres ». Photo de kermesse, une fillette blonde en robe. Décembre 2014, dernière entrée. Christy l'a retirée. Motif. Instruction en famille. Jennifer appelle la directrice de la maternelle. Lorraine Atkinson, je m'en souviens. Christy l'a retirée en milieu d'année, disant qu'elle l'instruirait à la maison. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Non. Une petite fille ordinaire. Un peu réservée, mais c'est normal. Aucun bleu, aucune plainte. Après décembre 2014, Lorraine disparaît de tous les registres publics. Cole vérifie la base du district scolaire. En 2016, Christy a déposé une déclaration d'instruction en famille. Chaque année, elle envoie des rapports de progression. Lorraine étudie les mathématiques, la lecture, l'écriture. Les progrès correspondent à l'âge. Signature de Christy en bas de chaque document. Mais personne n'a vérifié ces données. Personne n'a vu Lorraine. Le système d'instruction en famille au Texas repose sur la confiance. Demande à la compagnie d'assurance. Lorraine figure sur la police, l'assurance est active. En 5 ans, pas une seule demande de soins médicaux. Appels aux cliniques du comté. Partout la même réponse. Aucun dossier, base des services sociaux, aucune plainte contre la famille, rien de suspect. Jennifer se renverse dans son fauteuil. Juridiquement, Lorraine existe. Acte de naissance, carnet de santé, dossier de maternelle, assurance, rapports scolaires annuels. Physiquement, personne ne l'a vue depuis 2014, 5 ans. Les voisins ne s'en souviennent pas, les médecins ne l'ont pas reçue, les éducatrices l'ont vue pour la dernière fois quand elle avait 3 ans. Christy l'explique par la maladie. Système immunitaire faible, mais il n'y a aucune preuve documentaire, pas un certificat, pas une ordonnance. Jennifer ouvre la photo de la maternelle. Lorraine, décembre 2014. Cheveux blonds, yeux bleus, sourire. Elle a l'air en bonne santé. Dernière image officielle, demande à l'église. Bradley et Christy viennent régulièrement, Kyle aussi. Lorraine, pas une seule fois en 5 ans. Appel au pasteur. Lorraine est-elle déjà venue à l'église? Non, Christy a dit qu'elle était trop faible. Nous avons proposé de venir à la maison, mais elle a refusé. Elle a dit que Lorraine avait peur des inconnus. Jennifer rassemble les documents. Demain, elle va chez les Atkinson. Et elle ne partira pas avant d'avoir vu Lorraine. 2 options. Soit Lorraine est à la maison et la famille vit recluse à cause de la maladie. Soit quelque chose est arrivé il y a des années et les Atkinson le cachent en continuant de fournir des documents. L'appel anonyme ne semble plus être une erreur. Quelqu'un savait, quelqu'un essayait d'attirer l'attention. Et maintenant, les services sociaux reviennent avec une question précise. Où est Lorraine Atkinson et pourquoi ne l'a-t-on pas vue depuis 5 ans? 21 mars, midi. Jennifer Cole se gare devant le mobile home des Atkinson. Elle n'a pas prévenu de sa visite. C'est plus sûr ainsi. Voir la famille dans son environnement habituel, sans préparation. Jennifer frappe à la porte. Quelques secondes de silence, puis des pas. Christy ouvre. La même femme qui a parlé à la police 4 jours plus tôt. Cheveux blonds attachés en queue de cheval, tenue d'intérieur. Visage méfiant. Oui? Bonjour, Madame Atkinson. Je m'appelle Jennifer Cole. Je suis travailleuse sociale pour le comté de Harris. Puis-je entrer? J'ai quelques questions à vous poser. Christy se fige. Des questions sur quoi? Sur votre famille. C'est une procédure standard après le passage de la police. La police a déjà vérifié, tout va bien. Je sais, mais je dois clarifier certains points. Cela ne prendra pas longtemps. Christy hésite, puis ouvre la porte plus largement. D'accord, entrez. À l'intérieur, Kyle est assis sur le canapé. Un garçon d'environ 12 ans, svelte, cheveux bruns. Il joue sur son téléphone. Il lève les yeux vers Jennifer, puis regarde à nouveau son écran. Bradley sort de la chambre. Il voit la travailleuse sociale et fronce les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe ?»« C'est Madame Cole des services sociaux, » dit Christy doucement. Bradley croise les bras sur sa poitrine. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Jennifer garde un ton calme. « Monsieur Atkinson, je ne suis pas ici pour un conflit. Je veux simplement m'assurer que tout va bien pour votre famille. » « Tout va bien. La police a déjà vérifié. Je comprends, mais j'ai quelques questions concernant votre fille, Lorraine. »
Pause. Christy et Bradley échangent un regard. « Que voulez-vous savoir exactement ?» demande Christy. « Quand Lorraine a-t-elle vu un médecin pour la dernière fois ?»« Il y a longtemps. Il y a 3 ans, probablement. » « Pourquoi si longtemps ? Elle est malade. Elle a un système immunitaire faible. Les médecins ont dit qu'il valait mieux la garder à la maison, éviter les contacts. » « Quel est le diagnostic exact ?» Christy baisse les yeux. « Ils appelaient en ça une immunodéficience. Je ne me souviens pas du nom exact. » « Avez-vous des certificats médicaux ?»« Non, nous ne gardons pas ce genre de choses. » « Vous souvenez-vous du nom du médecin ? Dr. Smith ou Jones. Je ne suis pas sûr, c'était il y a longtemps. » Jennifer note. « Lorraine est à la maison en ce moment ? » « Oui. Puis-je la voir ?» Nouvelle pause. Bradley se tend. « Pourquoi ? Je dois m'assurer qu'elle va bien. Elle dort, je ne veux pas la réveiller. Alors j'attendrai. » Bradley regarde sa femme. Celle-ci reste silencieuse. « Écoutez, dit-il brusquement, vous n'avez pas le droit de faire irruption chez nous et d'exiger quoi que ce soit. Tout est normal chez nous. Lorraine est en bonne santé, elle ne sort juste pas à cause de son immunité. » Jennifer reste calme. « Je ne fais pas irruption, monsieur Atkinson, mais si vous refusez de me montrer Lorraine, je devrai revenir avec la police et un mandat officiel. Ou alors, vous pouvez simplement me laisser m'assurer qu'elle est en sécurité. » Silence. Kyle, sur le canapé, s'est figé. Il ne regarde plus son téléphone. Christy dit tout bas, « Brad, peut-être qu'on devrait juste lui montrer la maison. » Bradley contracte la mâchoire. « D'accord, regardez. » Il parcourt le mobile home. Le séjour, propre, canapé, télévision, quelques jouets de Kyle dans un coin, la cuisine, la vaisselle est faite, le frigo est plein, la salle de bain, vieille mais rangée, la chambre des parents, un lit double fait, une armoire, une commode, des photos au mur. « Et où dort Lorraine ?» demande Jennifer. « Dans la petite chambre, » répond Christy. « Là-bas. » Elle désigne un couloir étroit. Au bout, une porte. Jennifer s'y dirige. Elle tire la poignée. C'est verrouillé. « Où est la clé ?» Christy s'approche, sort un trousseau de sa poche. Elle ouvre la serrure. Jennifer entre. Une petite pièce, presque un débarras. Un lit simple, une table, une chaise. La fenêtre est couverte d'un rideau épais. Ça sent le renfermer. Sur le lit, une couverture, un oreiller. Il n'y a personne. Où est-elle ? Elle devrait être ici. Christy semble désemparée. Elle est peut-être allée à la salle de bain. Ils reviennent sur leurs pas. Vérifiez que la salle de bain, vide. La cuisine, personne. Bradley se tient dans le séjour, tendu. « Où est Lorraine ?» demande Jennifer. « Je ne sais pas. Peut-être dans la chambre de Kyle. » Ils vont dans la chambre de Kyle. Petite, un lit, des étagères de livres, une console de jeu. Et là, Jennifer remarque quelque chose. Dans un coin de la chambre se trouve une commode massive. Elle est poussée contre le mur. Mais derrière elle, on aperçoit une fente étroite, le bord d'une porte. Une porte qui a été bloquée par le meuble. Qu'y a-t-il là-bas ? Jennifer désigne la commode. Bradley répond rapidement. « Un vieux placard, nous ne l'utilisons pas. » Pourquoi est-il bloqué ? Il y a du bric-à-brac, on n'y est pas allé depuis longtemps. Jennifer le regarde, puis elle regarde Christy. Celle-ci détourne les yeux. « Poussez la commode. » Pourquoi ? Poussez-la, maintenant. Pause. Bradley ne bouge pas. Jennifer sort son téléphone. « J'appelle la police, tout de suite. Si vous ne poussez pas ce meuble, ils le feront par la force. » Christy murmure « Brad ». Il s'approche lentement de la commode. Il la pousse sur le côté. Derrière elle, une porte, vieille, en bois, avec un verrou à l'extérieur. Jennifer sent son pouls s'accélérer. Elle s'approche de la porte, tourne la poignée. C'est verrouillé. La clé. Christy tend le trousseau d'une main tremblante. Jennifer insère la clé dans la serrure, tourne. Un clic. Elle ouvre la porte. Et elle voit ce qui changera cette affaire à jamais. Derrière la porte, un petit espace. Pas une chambre, même pas un débarras. Un placard. Un placard intégré profond, réaménagé en espace de vie. La surface, moins de 2 mètres carrés. Le plafond est bas. Il n'y a pas de ventilation. Une seule ampoule nue au plafond, éteinte. La lumière ne provient que de la porte ouverte. Au sol, un matelas fin, une couverture déchirée, une bouteille d'eau en plastique. Un bol vide, et dans un coin, recroquevillée en boule, Lorraine, 8 ans. Mais elle en paraît 5 au maximum, émaciée. La peau pâle, presque transparente, les cheveux emmêlés, sales, ses vêtements, un vieux t-shirt, plusieurs tailles trop grands, pieds nus. Elle se cache le visage avec ses mains pour se protéger de la lumière soudaine. Elle tremble.
Jennifer se fige sur place. Pendant quelques secondes, elle reste là, à regarder, incapable de prononcer un mot. Puis, elle se tourne vers Christy et Bradley. Sa voix tremble. « C'est quoi ça ?» Christy blêmit. Elle se tait. Bradley dit rapidement « Elle dormait là, elle s'y sent plus à l'aise. Elle a choisi cet endroit elle-même. » « Choisi elle-même ?» Jennifer le regarde. « Vous l'avez enfermée dans un placard. Vous avez bloqué la porte avec une commode. »« C'est pour sa sécurité, » continue Bradley. « Parfois, elle déambule la nuit. Elle pourrait se blesser. Nous voulons juste qu'elle soit en sécurité. » Jennifer sort son téléphone. « J'appelle l'ambulance et la police, immédiatement. »« Non, attendez. » Christy fait un pas en avant. « Vous ne comprenez pas. Elle a des problèmes. De graves problèmes. Les médecins ont dit de la garder dans un environnement contrôlé. » « Quel médecin ? Donnez-moi des noms. »« Je ne m'en souviens pas. C'était il y a longtemps. » « Avez-vous au moins un certificat médical qui confirme cela ?» Christy baisse les yeux. Elle reste silencieuse. Jennifer compose le 911. L'opérateur répond instantanément. « Service d'urgence. J'ai besoin d'une ambulance et de la police. Tout de suite. Adresse 1847 Oak Street. J'ai ici une situation qui nécessite une intervention urgente. » Quelle était la situation ? Maltraitance possible. La victime a besoin d'une assistance médicale. Les patrouilles sont en route. Restez en ligne. Jennifer glisse le téléphone dans sa poche, mais le garde à portée de main. Elle se tourne vers les Atkinson. Ne bougez pas. La police sera là dans quelques minutes. Bradley est nerveux. Vous faites une erreur. Nous prenons soin d'elle. Juste, pas comme les autres. Nous avons nos propres méthodes. Vos méthodes consistent à enfermer une enfant de 8 ans dans un placard. Elle est dangereuse pour elle-même. Nous devions... Dangereuse ? Jennifer désigne le placard. Regardez-la. Elle doit peser 15 kilos. Elle peut à peine tenir debout. Christy se met à pleurer. Vous ne comprenez pas. Nous ne voulions pas ça. C'est juste... Ça a échappé à notre contrôle. Nous ne savions pas comment arrêter. Depuis combien de temps ? Quoi ? Depuis combien de temps est-elle là-dedans ? Christy se tait. Les larmes coulent sur son visage. Répondez. Plusieurs années, dit-elle tout bas. Combien exactement ? Pause, puis, presque inaudible. 6. Jennifer sent le sang se glacer dans ses veines. 6 ans. Lorraine avait 2 ans quand cela a commencé. 6 ans dans un placard fermé. Dehors, on entend les sirènes. La police arrive. Bradley fait un pas vers la porte. « Je peux expliquer. Restez là où vous êtes. » Jennifer lui barre le passage. « Nulle part. » Les officiers entrent. Les mêmes qui étaient venus 4 jours plus tôt, Rodriguez et Simmons. Ils voient le placard ouvert, Lorraine à l'intérieur, Jennifer debout entre les parents et la sortie. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande Rodriguez. Jennifer désigne le placard. Voilà où était Lorraine Atkinson depuis 6 ans. Simmons s'approche, regarde à l'intérieur. Son visage se fige. Rodriguez se tourne vers les Atkinson. Bradley Atkinson, Christy Atkinson, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de maltraitance. Vous avez le droit de garder le silence. L'ambulance arrive 1 minute plus tard. Les ambulanciers entrent prudemment dans le placard, essayent d'approcher Lorraine. Elle se recroqueville encore plus, ne laisse personne la toucher. L'un des médecins dit doucement « Elle doit aller à l'hôpital, vite ». Sa coéquipière sort une couverture, l'enveloppe lentement autour de Lorraine. Celle-ci ne résiste pas, elle tremble simplement. Les Atkinson sont emmenés hors du mobile home, menottés. Christy pleure, Bradley se tait, les yeux fixés au sol. Kyle est assis sur le canapé, immobile. Il regarde un point fixe. Un travailleur social reste avec lui. Lui aussi sera emmené et placé dans une famille d'accueil temporaire. Jennifer se tient à l'entrée, regardant l'ambulance emmener Lorraine. Les gyrophares des voitures de police illuminent tout le parc de mobile homes. Les voisins sortent dans la rue, regardent. Cette famille si parfaite, religieuse et sans histoire, venait de se transformer en principaux suspects de l'une des affaires les plus cruelles du comté. Et ce n'est que le début de l'enquête qui montrera que 6 ans de la vie de Lorraine ont été cachés derrière une porte verrouillée, alors que le reste du monde pensait qu'elle était simplement malade. Hôpital du comté de Harris, service des urgences. 21 mars, soir. Lorraine arrive sur un brancard. Les médecins comprennent immédiatement, ce n'est pas un cas ordinaire. La docteure Sarah Chen, pédiatre de garde, procède au premier examen. Elle note les indicateurs. Poids 13,6 kg. C'est le poids moyen d'un enfant de 2 ans. Lorraine en a 8. Taille 104 cm. Un retard de développement d'au moins 3 ans. Température corporelle 35,8.
en dessous de la normale. Pouls, faible, irrégulier. La docteure Chen examine la peau, pâle, avec une teinte bleutée, signe d'un manque prolongé de lumière solaire, de multiples traces de vieilles éraflures sur les bras et les jambes. Les ongles sont cassants, déformés. Cheveux, ternes, fragiles. Signe d'une carence prolongée en vitamines. Dents, plusieurs caries. Les gencives sont enflammées. Il est évident que l'hygiène a été absente pendant des années. La masse musculaire est presque inexistante. Les jambes sont atrophiées. Lorraine ne pouvait pas marcher normalement, probablement depuis des mois ou des années. La docteure Chen procède à une prise de sang. Les résultats arrivent une heure plus tard. Anémie, niveau critique d'hémoglobine, carence en vitamine D, un taux extrêmement bas, carence en calcium, fer, protéines. Le niveau d'hormones de stress est plusieurs fois supérieur à la normale. Chen appelle un psychiatre. Le docteur Michael Grant arrive 20 minutes plus tard. Il tente de parler à Lorraine. Elle ne répond pas. Elle regarde simplement un point fixe, tremblant sous la couverture. Elle ne réagit pas aux questions. Grant vérifie prudemment les réflexes. Lorraine tressaille au moindre contact. Elle cache son visage, se recroqueville. Il prend des notes. Signe de troubles de stress post-traumatique. Possible retard mental dû à l'isolement prolongé. Socialisation inexistante. Une infirmière tente de nourrir Lorraine. Elle apporte du bouillon, du pain. Elle ne touche pas à la nourriture. Elle a peur. Quelques heures plus tard, l'infirmière tente une autre approche. Elle laisse la nourriture à côté et s'en va. 10 minutes plus tard, elle revient. Le bol est vide. Lorraine ne mange que lorsque personne ne la voit. La docteure Chen appelle le détective chargé de l'affaire. Elle lui fait part de l'état de la petite. Physiquement, elle survivra. Mais cela prendra des mois de récupération. Psychologiquement, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu un tel niveau d'isolement. D'après vous, depuis combien de temps était-elle dans ces conditions ? À en juger par l'atrophie musculaire, l'absence de bronzage, l'état des dents et des cheveux, depuis des années, au moins 4 ou 5 ans. Au même moment, au poste de police, on interroge Christy Atkinson. Le détective Mark Harris mène l'entretien. Christy est assise en face de lui, les mains sur la table. Ses yeux sont rouges de larmes. « Dites-moi quand cela a commencé. » Christy se tait quelques secondes, puis dit tout bas « Quand elle avait 2 ans, presque 3. Pourquoi ? Elle était difficile. Elle pleurait tout le temps. Elle n'obéissait pas. Brad a dit qu'il fallait de la discipline, qu'elle devait apprendre à se comporter correctement. Et la discipline, c'est de l'enfermer dans un placard. Au début, c'était juste pour quelques heures, quand elle faisait des caprices. Puis, c'est devenu plus long. 1 jour, 2, puis 1 semaine. Et vous n'y avez vu aucun problème ? Christy baisse la tête. J'en voyais un, mais Brad disait que c'était temporaire, que bientôt elle se corrigerait et qu'on la ferait sortir. Mais elle ne se corrigeait pas. Elle ne faisait que pleurer, et Brad se mettait encore plus en colère. À quelle fréquence la nourrissiez-vous ? 1 fois par jour, parfois 2. Brad disait que ce n'était pas nécessaire de plus, qu'elle devait mériter sa nourriture. La faisiez-vous sortir parfois ? Parfois, la nuit. Quand Brad partait travailler pour l'équipe de nuit. Je la sortais, je la laissais se laver, manger, mais seulement pour 1 heure ou 2. Puis, elle retournait à l'intérieur. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêtée ? Christy pleure. J'avais peur. Brad a dit que si je le disais à quelqu'un, il me tuerait. Et Lorraine aussi. Il disait que personne ne me croirait, que tout le monde penserait que je suis une mauvaise mère. Vous comprenez que ce que vous avez fait est un crime ? Oui, je comprends. Je savais que c'était mal, mais je ne savais pas comment l'arrêter. Dans la pièce voisine, on interroge Bradley. Sa version est différente. Il affirme que Lorraine était dangereuse pour elle-même et pour les autres, qu'elle essayait de faire du mal à Kyle, que les médecins avaient recommandé l'isolement. Le détective demande les noms de ces médecins. Bradley ne peut en citer aucun. On l'interroge sur les certificats médicaux. Il n'y en a pas. Sur la raison pour laquelle Lorraine n'allait pas à l'école. Bradley dit qu'elle était scolarisée à la maison. Qui l'instruisait ? Christy. Comment pouvait-elle l'instruire si Lorraine était enfermée dans un placard ? Pause. Bradley ne répond pas. À minuit, le tableau devient clair. 6 ans, Lorraine a vécu dans l'isolement. Une nourriture minimale, aucune aide médicale, aucune socialisation. Et pendant tout ce temps, les Atkinson continuaient de mener une vie ordinaire, allaient à l'église, parlaient aux voisins, envoyaient des rapports sur les progrès scolaires d'une fille que personne ne voyait. Le système a échoué. L'instruction en famille sans inspection, l'absence de bilans médicaux obligatoires, une famille enfermée qui n'éveillait pas de soupçons.
et un appel anonyme qui, peut-être, a sauvé la vie de Lorraine. Les détectives reviennent au début, l'appel anonyme du 17 mars. Quelqu'un savait pour Lorraine et a décidé d'agir. L'enregistrement de l'appel est à nouveau analysé. Une voix d'homme, âgé d'environ 30 à 40 ans, nerveux, mais pas paniqué, parle brièvement, clairement, connaît l'adresse, le nom de famille, n'explique pas les détails, mais est insistant. Le détective Harris demande les données de l'antenne relais. L'appel a été passé depuis un téléphone jetable, acheté en espèces dans un magasin en périphérie de la ville. Les caméras de surveillance du magasin montrent un homme à capuche. Le visage n'est pas visible. Mais il y a une piste, la géolocalisation de l'appel. Le téléphone était actif dans un rayon de 2 km du parc de Mobile Homes. Harris commence par l'évidence. Les voisins. Il interroge tous ceux qui vivent près des Atkinson. La plupart sont choqués par la nouvelle. Personne ne se doutait de rien. Mais une personne se comporte bizarrement. Thomas Miller, 38 ans, habite à 5 maisons des Atkinson, travaille comme électricien. Quand le détective vient chez lui, Miller est nerveux. « Connaissiez-vous la famille Atkinson ?» demande Harris. « Pas vraiment, je les ai vus quelques fois. »« Avez-vous entendu ce qui s'est passé ?» Miller acquiesce. « Les voisins en parlent, une histoire horrible. »« Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'inhabituel chez eux ?» Pause. Miller détourne le regard. « Non, rien. » Harris le sent, il ment. « Monsieur Miller, si vous savez quelque chose, c'est le moment de parler. » Miller se tait, puis demande doucement « C'est anonyme ? Est-ce vous qui avez appelé le 911 ?» Longue pause, puis un signe de tête. « Pourquoi ?» Miller s'assoit. « Il y a 2 ans, j'ai été appelé chez les Atkinson. Ils avaient un problème électrique. Bradley m'a invité à entrer, m'a montré ce qu'il fallait réparer. Je travaillais dans le séjour. À un moment donné, j'ai entendu un son provenant du fond de la maison. Faible, mais distinct, comme si quelqu'un pleurait. Qu'avez-vous fait ? J'ai demandé à Bradley. Il a dit que c'était la télévision. Mais la télévision était éteinte. Je l'ai regardée, il l'a vite allumée, a monté le son. Il a dit que j'avais mal entendu. Et j'ai fini mon travail et je suis parti. Mais ça ne me quittait pas. Les pleurs étaient étranges, pas comme à la télé, vivants. Pourquoi n'avez-vous pas appelé à ce moment-là ? Je n'étais pas sûr. Peut-être que j'avais vraiment mal entendu. Peut-être qu'il y avait une radio ou autre chose. Je n'avais pas de preuves. Qu'est-ce qui a changé ? Miller sort son téléphone, montre une photo. Un cliché pris de loin par-dessus la clôture. Le mobile home des Atkinson, la fenêtre de la chambre de Cale. Il y a 3 semaines, je promenais mon chien le soir. Je passais devant chez eux. J'ai vu Bradley pousser la commode contre le mur, pour 1 seconde. Puis, il l'a repoussée en place. J'ai pensé, pourquoi déplacer un meuble à chaque fois ? Et vous avez décidé de vérifier ? Non, j'ai juste observé parfois, pas exprès. Mais quand je passais devant, je regardais. Et une nuit, vers 2 heures du matin, j'ai vu de la lumière à la fenêtre, faible comme celle d'une lampe de poche. Bradley se tenait près du même mur, tenant quelque chose dans les mains, un bol. Puis, il a repoussé la commode. Un bol ? Oui, et j'ai compris. Il y avait quelqu'un là-bas, derrière la commode, et il nourrissait ce quelqu'un la nuit, quand personne ne voyait. Harris note. Pourquoi n'avez-vous pas donné votre nom quand vous avez appelé ? J'avais peur. Bradley savait où j'habitais. Si la police n'avait rien trouvé, il aurait compris que c'était moi. Je ne voulais pas de problème. Mais vous avez quand même appelé. Je ne pouvais pas me taire. S'il y avait vraiment quelqu'un là-bas, je devais essayer. Harris referme son carnet. Vous avez sauvé une vie, monsieur Miller. Sans votre appel, nous n'aurions pas su pour Lorraine. Peut-être pas avant longtemps. Miller baisse la tête. J'aurais dû appeler plus tôt. Il y a 2 ans, quand j'ai entendu les pleurs. Vous ne pouviez pas savoir avec certitude. Mais maintenant je sais, et je le saurai toute ma vie. Après l'entretien, Harris retourne au poste. Il consigne le témoignage de Miller dans le dossier. Le témoin anonyme ne l'est plus. Ces informations confirment que les Atkinson cachaient Lorraine depuis des années, et qu'ils le faisaient méthodiquement, ne la sortant que la nuit pour la nourrir. Une personne a remarqué, une personne a douté, et une personne a appelé. Cela a suffi pour révéler un crime qui durait depuis 6 ans. Pendant que Lorraine est à l'hôpital et que ses parents sont en détention provisoire, les détectives portent leur attention sur le 3e membre de la famille, Kyle Atkinson, 12 ans. Il a été placé dans une famille d'accueil immédiatement après l'arrestation de ses parents. Les travailleurs sociaux le décrivent comme calme, renfermé, évitant le contact visuel. Le détective Harris et la psychologue pour enfants Elizabeth Morgan viennent lui parler 3 jours après la découverte de Lorraine.
L'entretien a lieu dans un cadre neutre, une salle de discussion dans le centre d'accueil. Kyle est assis sur le canapé, les mains sur les genoux. Il ne lève pas les yeux. Harris commence prudemment. « Kyle, nous ne sommes pas ici pour t'accuser. Nous voulons simplement comprendre ce qui se passait. » Silence. Morgan prend la parole. « Savais-tu pour Lorraine ?» Kyle acquiesce lentement. « Depuis combien de temps savais-tu » Pause. Puis, tout bas. « Depuis toujours. » C'est-à-dire que tu te souviens quand elle était avec vous ? Oui. Au début, elle était dans une chambre normale. Puis papa a dit qu'elle se comportait mal, et il l'a déplacée. Où ? Dans le placard. L'as-tu vu là-bas ? Kyle hoche la tête. Parfois, quand papa ouvrait la porte pour donner à manger. C'était à quelle fréquence ? Une fois par jour, parfois deux. Ça dépendait de l'humeur de papa. Lui as-tu parlé ? Non, papa l'interdisait. Il a dit que si je lui parlais, je serais puni. Puni comment ? Kyle serre les mains. Il frappait avec une ceinture, ou il m'enfermait dans la salle de bain pour la nuit. Morgan prend note. Il te frappait souvent ? Quand je n'obéissais pas. Et maman, il la frappait ? Parfois, quand elle essayait de protéger Lorraine. Harris demande prudemment. Kyle, pourquoi n'as-tu rien dit à personne ? Kyle lève les yeux pour la première fois. Ils sont rouges. Papa a dit que si je parlais, il nous tuerait tous. Maman, moi, Lorraine. Il disait que la police ne le croirait pas, que tout le monde penserait que je mentais. Tu avais peur de lui ? Oui. Et maman ? Essayait-elle d'aider Lorraine ? Parfois. Quand papa partait travailler la nuit, elle sortait Lorraine. Elle lui donnait à manger, lui permettait de se laver. Mais pas longtemps. 1 heure, peut-être 2. Puis, elle la remettait. Pourquoi ne s'est-elle pas enfuie avec vous ? Pourquoi n'a-t-elle pas appelé la police ? Elle avait peur. Papa vérifiait toujours le téléphone de maman, lisait les messages. Il contrôlait tout. Morgan demande. As-tu déjà essayé d'aider Lorraine toi-même ? Kyle baisse la tête. Une fois, il y a 2 ans. J'ai essayé d'ouvrir la porte quand papa était au travail, mais ma maman m'a arrêté. Elle a dit que papa le saurait, et que ce serait pire, qu'il tuerait Lorraine. Tu l'as cru ? Oui. Papa savait toujours quand quelque chose changeait. Il remarquait tout. Si la commode était décalée d'1 centimètre, il le voyait. Si la serrure était ouverte plus longtemps que d'habitude, il le savait. Harris fait une pause. Kyle, une dernière question. Te souviens-tu de comment était Lorraine avant qu'on ne l'enferme ? Des larmes coulent sur le visage de Kyle. Elle était joyeuse. Elle jouait avec moi. Elle aimait dessiner. Elle avait un jouet préféré, un ours en peluche. Elle l'emmenait partout avec elle. Qu'est-il arrivé à l'ours ? Papa l'a pris. Il a dit qu'elle n'avait pas mérité de jouet. Il l'a jeté. Kyle pleure. Morgan l'entoure de ses bras, lui laisse le temps de se calmer. Après l'entretien, les détectives retournent au poste. Le témoignage de Kyle confirme le tableau. Bradley était l'agresseur principal, Christy la complice par peur et Kyle le témoin, terrorisé au point de ne pas pouvoir agir. Harris ajoute les déclarations au dossier. Une autre pièce du puzzle est en place. La famille Atkinson vivait dans une atmosphère de peur et de contrôle. Bradley régnait d'une main de fer, Christy se soumettait, Kyle se taisait, et Lorraine était enfermée. Et ce système a fonctionné pendant 6 ans, jusqu'à ce qu'un voisin remarque un détail et ait le courage d'appeler. 1 semaine après la découverte, le parquet ordonne une expertise complète. Il faut des preuves irréfutables pour le tribunal. Le premier groupe d'experts, les médecins légistes. Ils rédigent un rapport détaillé sur l'état physique de Lorraine. Le docteur Robert Clark, expert légiste avec 20 ans d'expérience, procède à l'examen. Ses conclusions figureront dans les dossiers judiciaires. Poids, 13 sucre. Le poids moyen pour une enfant de 8 ans est de 25-27 kg. Le déficit pondéral est critique. Taille, 104 cm. La norme pour cet âge est de 122-512 ml. Le retard de croissance indique une malnutrition chronique durant la période de développement actif. État de la peau, multiples traces d'escarres sur les fesses et le dos. Cela signifie que Lorraine passait la majeure partie de son temps allongée ou assise dans la même position. Système osseux, les radiographies montrent des signes de rachitisme. Les os sont fragiles, déformés à cause du manque de calcium et de vitamine D. Vision, la réaction des pupilles est ralentie. Les années passées dans l'obscurité ont affecté la capacité des yeux à s'adapter à la lumière. La conclusion de Clark est sans équivoque. L'état physique correspond à une période prolongée de famine et d'isolement, au moins 4 à 5 ans dans des conditions de privation extrême. Le deuxième groupe, les criminalistes. Ils examinent le placard en tant que scène de crime. Surface,
1,1 sur 1,2 mètres. Hauteur 2 mètres. Le volume d'air est si minimal pour une respiration normale avec la porte fermée. La ventilation est inexistante. La seule entrée d'air est la fente sous la porte. Au sol, des traces de sécrétion biologique. L'analyse montre que le nettoyage était extrêmement rare. Sur les murs, des égratignures, des empreintes de doigts d'enfant. Lorraine a tenté de sortir. Dans un coin, des restes de nourriture, des miettes de pain séché. La datation montre que certaines datent de plusieurs mois. L'expert criminaliste Jason Turner conclut « L'espace a été utilisé pour la détention prolongée d'un être humain dans des conditions incompatibles avec une vie normale. » Le troisième groupe, les psychologues. La partie la plus difficile de l'expertise. La docteure Elizabeth Morgan mène une série de tests avec Lorraine. Mais les méthodes standards ne fonctionnent pas. Lorraine ne parle pas. Elle ne répond pas aux questions. Elle évite le contact visuel. Morgan essaie une autre approche. La thérapie par le jeu. Elle donne à Lorraine des crayons et du papier. Les premiers dessins sont des lignes chaotiques, couleur noire et grise. Aucune forme. Quelques jours plus tard, des images reconnaissables apparaissent. Une petite silhouette dans un coin, une grande silhouette sombre à côté, une porte fermée. Morgan demande de dessiner une maison. Lorraine dessine une boîte, sans fenêtre, sans porte. Elle demande de dessiner la famille. Lorraine dessine une seule figure, elle-même, seule. Conclusion psychologique. Lorraine présente des signes de troubles de stress post-traumatique sévères. Les compétences sociales sont pratiquement inexistantes. Le développement du langage s'est arrêté au niveau de 3 ou 4 ans. L'âge émotionnel est nettement inférieur à l'âge biologique. Le pronostic de récupération est incertain. Des années de thérapie, peut-être des décennies. Quatrième expertise, linguistique. Un spécialiste analyse le seul mot que Lorraine a prononcé à l'hôpital. Quand une infirmière a essayé de la toucher, Lorraine a chuchoté « Pardon ». L'expert David Richards explique. C'est un mot qu'elle entendait constamment. Très probablement, les parents exigèrent des excuses pour chaque action. Lorraine a appris que s'excuser pouvait arrêter la punition. Elle s'excuse automatiquement, pour le simple fait d'exister. Toutes les expertises sont rassemblées dans un dossier unique. Le procureur du comté de Harris, James Connor, étudie les pièces. Les preuves physiques sont indiscutables. Les preuves psychologiques sont dévastatrices. Les témoignages sont cohérents. Connor prend sa décision. Bradley et Christy Atkinson seront inculpés selon l'article maximal. Maltraitance avec une cruauté particulière, privation de liberté, menace pour la vie, peine encourue, la réclusion à perpétuité. L'affaire est portée devant le tribunal. Désormais, la question n'est plus de savoir si les Atkinson sont coupables. La question est de savoir combien de temps ils passeront derrière les barreaux pour avoir transformé la vie de leur propre fille en 6 ans d'enfer dans un placard de 2 mètres carrés. L'enquête s'élargit. Si Lorraine a disparu de la vue à 3 ans, quelqu'un aurait dû poser des questions à son sujet. Grands-parents, tantes, oncles, quelqu'un. Les détectives reconstituent l'arbre généalogique des Atkinson. Du côté de Christy, sa mère, Dorothy Harper, 64 ans, vit en Louisiane, à 4 heures de route. Elle est convoquée pour un interrogatoire. Dorothy arrive désemparée, sous le choc de la nouvelle. « Saviez-vous pour Lorraine ?» demande le détective Harris. « Bien sûr, ma petite fille. »« Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois ?» Dorothy réfléchit. « Il y a longtemps. Il y a 5 ans peut-être. Peut-être 6. Elle était toute petite. Pourquoi si longtemps ? Christy a dit que Lorraine était malade, que les médecins recommandaient de limiter les contacts. J'ai proposé de venir, mais elle refusait. Elle disait que Lorraine réagissait mal aux étrangers. Des étrangers ? Vous êtes sa grand-mère. Je sais, mais Christy insistait. Je ne voulais pas forcer. Vous n'avez pas trouvé ça étrange ? 6 ans sans une seule visite ? Dorothy baisse les yeux. Si, mais Christy envoyait des photos chaque année. Elle disait que Lorraine grandissait, qu'elle étudiait à la maison, que tout allait bien. Quelle photo ? Dorothy sort son téléphone. Elle montre quelques clichés. Sur chacun, Lorraine. Mais ce sont de vieilles photos, les mêmes, prises quand elle avait 3 ans, simplement envoyées à des moments différents. Harris regarde les dates de réception. 2015, 2016, 2017, 2018. Les mêmes photos envoyées à des années d'intervalle. Vous n'avez pas remarqué que les photos se répétaient ? Dorothy regarde attentivement. Je n'y prêtais pas attention. Je pensais qu'elles étaient différentes. L'interrogatoire suivant est celui du père de Christy, Robert Harper. Divorcé de Dorothy, vit séparément, ne parle presque plus à sa fille. La dernière fois que j'ai vu Lorraine, elle avait 1 an, peut-être moins.
Christy s'est éloignée après le mariage. Bradley ne lui plaisait pas, je lui avais dit. Elle a arrêté de répondre aux appels. Avez-vous essayé de la contacter? Les 2 premières années. Puis j'ai abandonné. Je me suis dit que si elle voulait parler, elle me trouverait. Du côté de Bradley, seulement sa mère, Linda Atkinson, 67 ans. Son père est mort il y a 10 ans. Linda vit dans la même ville, à 20 minutes en voiture du mobile home de son fils. À quelle fréquence voyez-vous Bradley et sa famille? 1 fois par mois environ. Habituellement, ils venaient chez moi pour le déjeuner du dimanche. Toute la famille? Bradley, Christy et Kyle. Oui. Et Lorraine? Pause. Non, elle n'est jamais venue. Pourquoi? Bradley a dit qu'elle était faible, que les trajets la fatiguaient, qu'il valait mieux qu'elle reste à la maison. Et cela ne vous a pas alarmé? Linda détourne le regard. Honnêtement, si, cela m'a alarmé. J'ai demandé plusieurs fois si je pouvais venir chez eux, voir Lorraine. Bradley refusait. Il disait qu'elle dormait ou qu'elle ne se sentait pas bien. Il y avait toujours une raison. Combien de temps cela a-t-il duré? Des années. À un moment donné, j'ai arrêté de demander. Pourquoi? Linda pleure. Parce que j'avais peur d'entendre la vérité. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Mais si j'avais insisté, Bradley aurait pu arrêter de me parler complètement. Et j'aurais perdu le lien avec Kyle aussi. J'ai choisi le silence. Harris note les témoignages. Le tableau s'éclaircit. Les proches savaient que Lorraine existait, mais personne ne l'avait vue depuis des années. Christy envoyait de vieilles photos à la grand-mère, créant l'illusion que tout allait bien. Bradley refusait les visites de sa mère en invoquant la maladie. Et tous ont accepté ces explications, car l'alternative était trop effrayante. Les détectives vérifient une autre piste. L'église fréquentée par les Atkinson. Le pasteur John Reeves témoigne. J'ai proposé plusieurs fois de rendre visite à Lorraine à la maison, de faire un office, de prier ensemble. Christy refusait toujours. Elle disait que Lorraine avait peur des gens qu'elle ne connaissait pas. N'avez-vous pas douté? Si, mais je n'avais aucun motif pour insister. Je ne pouvais pas venir sans invitation. Dernière vérification, le district scolaire. L'inspectrice de l'instruction en famille, Maria Gonzalez. Avez-vous vérifié la famille Atkinson? Seulement les documents. Christy envoyait des rapports chaque année. Tout était en ordre sur le papier. Avez-vous vu Lorraine en personne? Non, le système n'exige pas de vérification en personne. Nous travaillons sur la base des rapports parentaux. C'est-à-dire qu'on peut envoyer de faux documents pendant des années sans que personne ne vérifie. Gonzalez se tait, puis tout bas, oui, on peut. Toutes les personnes interrogées sont exclues de la liste des suspects. Personne n'a été complice. Mais tous faisaient partie d'un système de silence qui a permis aux Atkinson de cacher Lorraine pendant 6 ans. Les proches avaient peur de rompre le lien. L'Église respectait les limites de la famille. Le district scolaire faisait confiance aux parents. Résultat, personne n'a posé les bonnes questions jusqu'à ce qu'un voisin anonyme appelle le 911. L'enquête se concentre définitivement sur Bradley et Christy Atkinson. Ils sont les seuls responsables directs de ce qui s'est passé derrière cette porte verrouillée. Le procureur Connor creuse plus profond. Il faut comprendre le mobile. Pourquoi des parents faisaient-ils cela à leur propre fille depuis 6 ans? Les détectives fouillent la biographie de Christy Atkinson et ils trouvent un détail clé. Lorraine n'est pas la fille biologique de Bradley. L'acte de naissance le désigne comme le père, mais l'analyse ADN réalisée dans le cadre de l'enquête montre qu'il n'y a pas de correspondance génétique. Christy a accouché de Lorraine en 2011 d'une relation précédente, avec un homme nommé David Thorne. Ils se sont fréquentés pendant 2 ans. La relation était toxique. David était agressif, contrôlant. Christy l'a quitté alors qu'elle était enceinte. Elle a rencontré Bradley 6 mois après la naissance de Lorraine. Il l'a acceptée avec sa fille. Il a officiellement adopté Lorraine lorsqu'ils se sont mariés en 2012. Les premières années, selon les témoignages des proches, tout était normal. Bradley traitait Lorraine comme la sienne. Christy a accouché de Kyle en 2013. La famille semblait heureuse. Qu'est-ce qui a changé? Les détectives trouvent une ancienne collègue de Christy, Jenna Morgan. Elles travaillaient ensemble dans un supermarché jusqu'en 2014. Christy a changé quelque part vers la fin de l'année 2014, raconte Jenna. Elle est devenue renfermée, nerveuse. Je lui demandais si tout allait bien. Elle disait qu'elle était fatiguée, que Lorraine était difficile, capricieuse. Se plaignait-elle de Lorraine? Constamment. Elle disait qu'elle n'obéissait pas, qu'elle pleurait sans raison, qu'elle lui rappelait son passé, David. Un jour, elle a dit, texto, que Lorraine était une erreur qu'elle aimerait corriger. Avez-vous pris cela au sérieux? Je pensais qu'elle vidait juste son sac. Beaucoup de parents disent ça quand ils sont épuisés.
Je n'ai pas pensé qu'elle le ferait littéralement. Les détectives parlent à la sœur de Christy, Ellen Harper. Elle donne un témoignage similaire. Christy a toujours eu des sentiments complexes envers Lorraine. Elle disait qu'elle voyait David en elle, les mêmes yeux, les mêmes manières. Ça l'irritait. Et Bradley? Au début, Bradley était normal, mais ensuite, il a commencé à soutenir Christy. Il disait que Lorraine gâchait leur famille, qu'elle gênait Kyle, qu'il fallait une discipline stricte. La psychologue experte, la docteure Morgan, analyse ce schéma. Christy transférait ses sentiments négatifs envers son ancien partenaire sur sa fille. C'est ce qu'on appelle une projection émotionnelle. Lorraine est devenue le symbole d'une relation traumatisante. Et Bradley, en tant que nouveau partenaire, a commencé à percevoir Lorraine comme une menace pour leur nouvelle famille. Ensemble, ils ont créé un récit. Lorraine est le problème qu'il faut isoler. L'enquête découvre des notes de la maternelle que l'on n'avait pas étudiées en détail auparavant. L'éducatrice Susan Clark laissait des remarques sur le comportement de Lorraine. Mars 2014, Lorraine est arrivée avec un bleu au bras. La mère a expliqué une chute. Juin 2014, Lorraine est devenue plus calme, plus renfermée, ne joue presque plus avec les autres. Novembre 2014, Lorraine a dit qu'elle avait peur de rentrer à la maison. Elle n'a pas expliqué pourquoi. Décembre 2014, dernier jour, la mère l'a retirée prématurément, disant qu'elle passait à l'instruction en famille. Les détectives contactent Suzanne. Elle est à la retraite, mais se souvient de Lorraine. J'ai vu des signes de problème, mais les parents avaient l'air normaux, accueillants. J'ai signalé le bleu aux services sociaux. Ils ont vérifié. Les parents ont expliqué que c'était une chute. Le dossier a été classé. Vous n'avez pas insisté? Je n'en avais pas le droit. Je n'avais pas de preuves, seulement des soupçons. Un autre détail surgit des registres financiers. En décembre 2014, Bradley a acheté un nouveau verrou pour une porte intérieure, renforcé avec une clé. Le ticket a été conservé. Date 15 décembre 2014. Exactement une semaine après que Christy a retiré Lorraine de la maternelle. Ce n'était pas un acte spontané, c'était une préparation. L'enquête reconstitue la chronologie. Automne 2014, Christy commence à qualifier Lorraine de problème. Novembre, Lorraine dit à l'éducatrice qu'elle a peur à la maison. Décembre, Christy la retire de la maternelle. Bradley achète le verrou. Et à partir de ce moment, Lorraine disparaît du monde. Le mobile n'est plus un mystère. Ce n'est pas un trouble psychiatrique, pas un coup de folie soudain. C'est une décision consciente et planifiée. Christy détestait en Lorraine le rappel du passé. Bradley l'a soutenue parce qu'il voyait en elle une menace pour leur nouvelle famille. Ensemble, ils ont pris la décision de l'écarter de leur vie, sans la tuer physiquement, mais en l'isolant totalement. Les interrogatoires officiels commencent 2 semaines après l'arrestation. Les caméras enregistrent chaque mot. Salle d'interrogatoire, 5 avril 2019. Christy Atkinson est assise en face du détective Harris. Son avocat est à ses côtés. Ses mains sont posées sur la table, son visage est calme. Harris commence. « Madame Atkinson, parlez-nous de Lorraine. » De quoi exactement? Pourquoi était-elle enfermée dans le placard? Elle n'était pas enfermée. Elle a choisi cet endroit elle-même. Une enfant de 8 ans a choisi elle-même de vivre dans un placard sans fenêtre. Elle avait des problèmes psychiatriques. Elle avait peur des espaces ouverts. Le placard était son refuge. Avez-vous des documents médicaux confirmant ce diagnostic? Nous la soignons à la maison. Les médecins coûtaient trop cher. Quels médecins ont posé le diagnostic, précisément? Une pause. Je ne me souviens pas des noms. C'était il y a longtemps. Harris ouvre un dossier. Il sort le carnet de santé de Lorraine. La dernière visite chez le médecin date de mai 2013. Aucune mention de problèmes psychiatriques. Aucune recommandation d'isolement. Mais si c'est venu plus tard, après cette visite. Donc, en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, vous ne l'avez jamais emmenée chez le médecin, malgré un diagnostic sérieux. Nous ne pouvions pas. Elle ne sortait pas de la maison. Pourquoi? Elle avait peur. Elle avait peur ou vous ne la laissiez pas sortir. Christy se tait. L'avocat lui murmure quelque chose à l'oreille. Harris sort un autre document. Voici un reçu pour l'achat d'un verrou. 15 décembre 2014. Votre mari l'a acheté 1 semaine avant que vous ne retiriez Lorraine de l'école maternelle. Le verrou était pour sa sécurité. La sécurité de qui? La sienne. Elle aurait pu se faire du mal. Une enfant de 3 ans pouvait se faire du mal au point qu'un verrou renforcé soit nécessaire. Vous ne comprenez pas, elle était dangereuse. Harris montre une photographie. Lorraine à l'école maternelle, décembre 2014. Elle sourit, joue avec les autres. Dangereuse? Christy détourne le regard. Les photos ne montrent pas tout. L'interrogatoire dure 3 heures. Christy tient bon.
Elle ne reconnaît aucune culpabilité. Elle répète une seule chose. Lorraine était malade. Il faisait ce qu'il pouvait. Salle voisine. Le même jour, 2 heures plus tard. Bradley Atkinson. Le détective Simmons mène l'interrogatoire. Bradley est assis, les bras croisés, la mâchoire serrée. « Monsieur Atkinson, pourquoi gardiez-vous Lorraine dans le placard ?»« Pour la discipline. 6 ans de discipline. Elle ne s'améliorait pas. Elle pleurait sans cesse, n'obéissait pas. Il fallait lui montrer que ce n'était pas permis. Garder une enfant de 8 ans dans un placard, c'est de la discipline. C'était nécessaire. Pourquoi faire? Pour l'ordre dans la famille. Elle dérangeait Kyle, elle détruisait notre vie. » Simmons montre un rapport médical. 13 kilos, atrophie musculaire, signe de cachexie. C'était aussi nécessaire? Bradley garde le silence. Et vous la nourrissiez une fois par jour, parfois un jour sur 2. C'est de la discipline? La nourriture, ça se mérite. Comment une enfant de 8 ans peut-elle mériter de la nourriture en restant dans un placard verrouillé? Par un bon comportement. Lequel, précisément? Bradley ne répond pas. Simmons continue. Votre femme dit que Lorraine a choisi le placard d'elle-même. Êtes-vous d'accord? Oui, elle voulait être là. Pourquoi alors le verrou à l'extérieur? Pause. Pour sa sécurité. La sienne ou la vôtre? La sienne. Elle aurait pu sortir et se blesser. Simmons sort 2 photos. Il les pose côte à côte sur la table. La première, Lorraine a 3 ans. À l'école maternelle, décembre 2014. En bonne santé, les joues roses, les yeux vifs. La deuxième, Lorraine a 8 ans. À l'hôpital, mars 2019. Émaciée, pâle, le regard vide. C'est la même personne à 5 ans d'intervalle. Expliquez-moi ça. Bradley regarde les photos. Il se tait. Expliquez-moi comment une enfant de 3 ans en bonne santé est devenue ceci après 5 ans sous votre garde. Elle était malade. De quoi? Je ne sais pas. Un problème d'immunité. Vous ne l'avez pas emmenée chez le médecin une seule fois en 6 ans, mais vous savez qu'elle était malade. Christy le disait. Christy le disait, ou vous saviez tous les deux que vous transformiez une petite fille saine en squelette. Bradley serre les poings. J'ai fait ce que je devais faire, pour la famille. Lorraine ne fait pas partie de la famille. Elle est différente. Différente comment? Pas la mienne. Simmons note. Pas la vôtre biologiquement, donc vous aviez le droit de la laisser mourir de faim. Je ne l'ai pas laissée mourir de faim. 13 kilos à 8 ans. Comment appelez-vous cela? Bradley baisse la tête. Il reste silencieux une minute, puis tout bas. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais c'est arrivé. Mais Christy disait que c'était temporaire, que Lorraine allait s'amender et qu'on la laisserait sortir. Mais le temps passait et elle ne changeait pas. Et après, il était trop tard pour arrêter. Trop tard? Si nous l'avions libérée après 1 an ou 2, elle aurait parlé. On nous aurait mis en prison, alors nous avons continué. Simmons le regarde. Vous l'avez gardée enfermée parce que vous aviez peur des conséquences? Bradley hoche la tête. Nous ne savions pas comment en sortir. L'enregistrement de l'interrogatoire s'arrête. Bradley vient d'avouer l'essentiel. Il savait ce qu'il faisait. Il savait que c'était un crime. Et ils ont continué par peur de leur responsabilité. Christy se mure dans le silence après le 4e interrogatoire. Son avocat lui conseille de ne plus témoigner. Bradley, au contraire, continue de parler, aggravant sa culpabilité à chaque fois. Le procureur obtient tout ce qu'il faut, les aveux, le mobile, les preuves. Le dossier est prêt pour le procès. 3 semaines après l'arrestation, le procureur Connor reçoit un appel de la psychologue Elizabeth Morgan. Kyle veut apporter un témoignage supplémentaire. Il dit qu'il n'a pas tout raconté. Le rendez-vous est fixé pour le lendemain. Kyle arrive avec sa mère d'accueil. Il a l'air déterminé. « Je veux dire la vérité », dit-il d'emblée. « Toute la vérité. » Le détective Harris lance l'enregistrement. « Nous t'écoutons. » Kyle sort un carnet. Vieux, usé. J'ai tenu des notes, ces 2 dernières années. Je notais ce qui arrivait à Lorraine. Il ouvre la première page. Date, janvier 2017. 15 janvier. Papa n'a pas donné à manger à Lorraine pendant 3 jours. Elle pleurait. J'entendais à travers la porte. 22 janvier. La nuit, quand papa est parti, j'ai pris du pain dans la cuisine. Je l'ai glissé sous la porte du placard. Au matin, le pain avait disparu. 3 février. Papa m'a surpris avec de la nourriture près de la porte. Il m'a frappé avec sa ceinture. Il a dit que si je recommençais à la nourrir, il m'enfermerait moi aussi. Harris regarde les notes. Tu as continué à la nourrir après ça? Kyle hoche la tête. Quand je pouvais, pas tous les jours, peut-être 1 fois par semaine. Juste du pain ou un biscuit, ce que je pouvais prendre sans qu'on me voie. Tes parents le savaient? Papa se doutait de quelque chose, mais je faisais attention.
J'attendais qu'il soit sous la douche ou au travail. Kyle tourne les pages. Juin 2017. Papa a ouvert la porte. Il a forcé Lorraine à rester debout contre le mur pendant 2 heures. Elle a failli tomber. Il hurlait qu'elle était paresseuse. Septembre 2017. Maman a laissé sortir Lorraine pendant la nuit. Elle l'a laissé se laver. Lorraine pouvait à peine marcher. Ses jambes ne la portaient plus. Décembre 2017. J'ai vu papa frapper Lorraine parce qu'elle avait renversé de l'eau. Il la frappait avec ses mains dans le dos. Morgane demande doucement « Pourquoi n'as-tu pas raconté ça plus tôt ?» Kyle baisse le regard. J'avais peur. J'avais peur que si je disais tout, on m'accuse aussi. Qu'on dise que j'aurais dû arrêter ça. Tu étais un enfant, Kyle. Ce n'est pas ta faute. Des larmes coulaient sur le visage de Kyle. J'aurais dû faire plus. J'aurais pu appeler la police, en parler à un professeur. Mais j'avais peur. Harris prend le carnet avec précaution. Il feuillette la suite. Il y a des dizaines de notes. Chacune est un témoignage de ce qui se passait derrière la porte verrouillée. Mars 2018. Papa a dit que Lorraine ne méritait plus sa couverture. Il l'a prise. Il faisait froid. Juillet 2018. J'ai entendu Lorraine réclamer de l'eau. Toute la journée. Personne ne lui en a donné. Novembre 2018. Maman pleurait. Elle disait à papa qu'il fallait arrêter. Il l'a frappée. Il lui a dit de se taire. La dernière note date du 10 mars 2019, une semaine avant l'appel anonyme. Je ne peux plus me taire. Lorraine est en train de mourir. Je l'entends respirer à travers la porte. C'est faible, ténu. Si je ne fais rien, elle ne survivra pas. Harris regarde Kyle. Tu en as parlé à quelqu'un ? Au voisin, Monsieur Miller. Un soir, je suis allé le voir dans la rue. J'ai dit qu'il se passait quelque chose chez nous. Je n'ai pas donné de détails, mais je lui ai demandé de vérifier. Je pense que c'est lui qui a appelé la police. Pourquoi n'as-tu pas appelé toi-même ? J'avais peur que papa le voie sur les factures de téléphone. Il avait accès à nos téléphones. Il vérifiait tout. Kyle referme le carnet. Je suis prêt à témoigner au tribunal. Tout ce que j'ai noté. Que tout le monde sache ce qui se passait vraiment. Harris le remercie. Il emporte le carnet comme preuve matérielle. Ces notes deviennent un tournant décisif. Un témoignage de l'intérieur de la famille, documenté sur 2 ans. Des dates précises, des événements, des détails. La version des parents sur la maladie et l'isolement volontaire s'effondre totalement. Le procureur ajoute le carnet de Kyle à la liste des preuves. Le tribunal recevra non seulement les rapports médicaux et les aveux des parents, mais aussi la chronique d'une cruauté écrite de la main d'un témoin de 12 ans, qui tentait d'aider de la seule façon possible, en glissant du pain sous une porte et en tenant un journal, dans l'espoir qu'un jour, cela s'arrête. L'avocat de Bradley se rend chez le procureur Connor avec une proposition. Son client est prêt à coopérer en échange d'une réduction de peine. Connor accepte la rencontre. 28 avril, bureau du procureur. Bradley est menotté, son avocat à ses côtés. Mon client est prêt à livrer un témoignage complet sur ce qui s'est passé, déclare l'avocat, en échange d'un accord avec la justice. Quel genre de témoignage ? Demande Connor. Tout, du début à la fin. Qui prenait les décisions ? Comment tout était organisé ? Pourquoi cela a duré si longtemps ? Connor regarde Bradley. Êtes-vous prêt à témoigner contre votre femme ? Bradley hoche la tête. Oui. L'accord est scellé. Bradley obtient la possibilité d'éviter la prison à vie en échange d'un témoignage complet et véridique. Premier interrogatoire sous ces nouvelles conditions. Bradley parle sans s'arrêter. L'idée d'isoler Lorraine venait de Christy. Fin 2014, elle a dit qu'elle ne supportait plus de la voir chaque jour, que Lorraine lui rappelait David, le passé qu'elle voulait oublier. Comment avez-vous réagi ? Au début, je ne l'ai pas pris au sérieux. Je pensais qu'elle était juste fatiguée, mais Christy insistait. Elle disait que Lorraine détruisait notre famille, nuisait à Kyle, qu'il fallait faire quelque chose. Et vous avez accepté ? J'ai acheté le verrou, j'ai aménagé le placard. Je pensais que c'était temporaire, 1 semaine, peut-être 1 mois, juste le temps que Christy se calme. Mais 6 ans ont passé. Bradley baisse la tête. Christy disait à chaque fois, encore un peu. Lorraine ne s'est pas encore amendée, il faut continuer. Et après, il est devenu trop tard pour faire machine arrière. Qui décidait des repas ? Christy, elle fixait le planning, 1 fois par jour, parfois 1 jour sur 2. Elle disait que ce n'était pas la peine de lui donner plus, que Lorraine devait mériter sa nourriture. Vous ne vous y opposiez pas ? Au début, si. Je disais qu'on ne pouvait pas faire ça. Mais Christy hurlait, pleurait. Elle disait que si je n'étais pas de son côté, elle partirait et emmènerait Kyle. Vous aviez peur de perdre votre famille ? Oui. Et j'avais peur que si nous libérions Lorraine, elle parle et qu'on nous mette en prison. Alors j'ai continué. Connor note. Parlez-nous des certificats médicaux.
Il n'y en avait pas. Nous rédigions nous-mêmes les rapports pour l'école. On inventait que Lorraine étudiait, progressait. Personne ne vérifiait. Et la famille? Christy envoyait de vieilles photos à sa mère. Elle disait qu'elles étaient récentes. Je refusais les visites de ma propre mère en prétextant la maladie de Lorraine. Qui frappait Lorraine? Une pause. Les deux. Christy plus souvent. Elle était constamment en colère contre elle. Elle disait que Lorraine faisait exprès de tout rater. Je frappais moins souvent, surtout quand Christy l'exigeait. Le témoignage dure des heures. Bradley décrit le système d'isolement en détail. Comment ils bloquèrent la porte avec une commode. Comment ils retirèrent la couverture en guise de punition. Comment ils réduisaient les portions de nourriture. Comment ils cachaient l'existence de Lorraine à tout le monde. Le lendemain, interrogatoire de Christy. On lui présente le témoignage de son mari. Votre mari affirme que l'idée d'isoler Lorraine venait de vous. Est-ce vrai? Christy reste silencieuse. Son avocat lui conseille de ne pas répondre. Il dit que vous fixiez le planning des repas, le planning des punitions. Silence. Il dit que vous frappiez Lorraine plus souvent que lui. Christy regarde son avocat. Celui-ci secoue la tête. Vous refusez de témoigner? Oui. Connor pose le carnet de Kyle sur la table. Votre fils a tenu des notes pendant 2 ans. Il décrit la manière dont vous traitiez Lorraine, comment vous la frappiez, l'affamiez, lui refusiez des soins médicaux. Christy pâlit, mais garde le silence. Nous avons le témoignage de votre mari, les notes de votre fils, les rapports médicaux, les témoignages des voisins. Vous pouvez vous taire, mais les preuves sont suffisantes pour l'accusation. L'avocat murmure quelque chose à l'oreille de Christy. Elle secoue la tête. Ma cliente refuse tout commentaire supplémentaire. L'interrogatoire est terminé. Christy est reconduite en cellule. Le procureur a tout ce dont il a besoin. Les aveux complets de Bradley, les notes de Keel, les expertises médicales. Le silence de Christy ne fait qu'accentuer le tableau. Elle sait qu'elle est coupable, mais refuse de l'admettre. L'affaire est renvoyée devant le tribunal. L'accusation est prête. 2 parents, 2 stratégies de défense différentes. L'un coopère, l'autre se tait. Mais tous 2 sont coupables d'avoir transformé la vie d'une enfant de 8 ans en un cauchemar de 6 années, caché derrière une porte verrouillée. En se basant sur le témoignage de Bradley, les notes de Kyle et les données criminelles, l'enquête reconstitue ce qu'était la vie de Lorraine ces 6 dernières années. Une journée type commençait dans l'obscurité, un placard sans fenêtre, la seule lumière étant celle qui filtrait sous la porte. Lorraine se réveillait sur un mince matelas. Elle n'avait une couverture que pendant les mois froids, et pas toujours. Si, la veille, elle s'était mal comportée, selon Christy, on lui retirait la couverture, le matin. Des bruits derrière la porte, les pas de Christy dans la cuisine, la voix de Kyle qui s'apprête à jouer, la télévision. La vie ordinaire d'une famille à quelques mètres de là. Lorraine restait assise dans un coin. Elle ne pouvait pas rester debout longtemps, ses muscles étaient atrophiés par manque de mouvement. La surface du placard permettait de faire 3 pas en longueur et 2 en largeur. C'était insuffisant pour un développement physique normal. Vers midi, parfois plus tard, la porte s'ouvrait. Christy ou Bradley. Ils apportèrent de la nourriture, un morceau de pain, parfois les restes du dîner de la veille, une bouteille d'eau. « Mange vite », disait Christy, selon les dépositions de Bradley, 5 minutes. Puis la porte se refermait. Lorraine mangeait. Elle cachait des miettes pour plus tard. Les enquêteurs en ont retrouvé dans les coins, des restes de pain séchés, anciens. Après le repas, le silence. Des heures dans le noir, sans jouets, sans livres, sans contact. Seulement les bruits derrière la porte. Kyle qui rit. La télé qui marche. Christy qui prépare le dîner. Le soir. Parfois, la porte s'ouvrait à nouveau. Bradley entrait. Il vérifiait comment elle se comportait. Selon ses dires, si Lorraine pleurait ou demandait à sortir, c'était considéré comme un mauvais comportement. La punition, moins de nourriture le lendemain, la nuit. Quand Bradley partait pour son service de nuit, Christy laissait parfois sortir Lorraine. 1 heure, 2 tout au plus. Elle l'autorisait à aller dans la salle de bain, à se laver, à manger normalement. Kyle décrivait ces moments dans son carnet. Lorraine ne pouvait pas marcher normalement. Elle se tenait au mur, sa peau était blanche, presque transparente. Elle mangeait très lentement, comme si elle avait peur qu'on lui reprenne la nourriture. Après cela, retour au placard, le verrou. On poussait la commode contre la porte. Ce cycle se répétait quotidiennement, pendant des années. Mais il y avait des jours pires que d'autres, quand Christy était en colère. Bradley a décrit « Si Lorraine demandait de l'eau trop souvent, Christy ne lui en donnait pas de la journée. Elle disait « mérite-la ». Si Lorraine frappait à la porte, punition. Bradley ouvrait le placard.
la forçait à rester debout contre le mur pendant 1 heure ou plus. Ses jambes ne la portaient pas. Lorraine tombait. Bradley la relevait, la remettait en place. Les fêtes étaient si particulièrement difficiles. L'anniversaire de Lorraine, le 14 avril. La famille fêtait les anniversaires de Kyle, mais personne ne mentionnait Lorraine. Kyle a noté en 2018 « Aujourd'hui, Lorraine a eu 7 ans. Personne ne lui a souhaité. Noël, derrière la porte, le sapin, les cadeaux, les rires. Dans le placard, l'obscurité et le silence. » Les experts médicaux analysent les conséquences d'un tel régime. Le docteur Chen explique « Un isolement prolongé dans le noir détruit les rythmes circadiens. Lorraine ne pouvait plus distinguer le jour de la nuit. Cela provoque une désorientation, une dépression. » La psychologue Morgan ajoute « L'absence de contact social pendant une période critique du développement affecte le cerveau de manière irréversible. Le langage, les émotions, la capacité à construire des relations, tout cela se forme par l'interaction. » Lorraine en a été privée pendant 6 ans. Les experts en police scientifique trouvent un autre détail. Sur les murs du placard, des griffures, faites avec les ongles. Lorraine a essayé de sortir. La hauteur des griffures augmente avec les années, elle grandissait, mais le placard restait le même. À un endroit, une inscription, griffonnée par une main d'enfant, à peine lisible. « Aidez-moi ». L'enquête établit le rapport final. Ce n'était pas un acte de cruauté spontanée, c'était un système réfléchi. Un planning de repas, des règles de punition, des méthodes pour cacher la vérité à l'entourage. Bradley avait acheté le verrou à l'avance. Christy avait retiré Lorraine de l'école maternelle avant l'isolement. Ils envoyaient de faux rapports à l'école pendant des années. Ils trompèrent la famille avec de vieilles photos. Tout était calculé. Et ce système a fonctionné pendant 6 ans uniquement parce que personne n'a posé les bonnes questions, jusqu'à ce qu'un voisin remarque un détail et appelle le 911. 15 septembre 2019. Tribunal du comté de Harris. Le procès des Atkinson commence. La salle est comble. Journalistes, public, membres de la famille. Tout le monde veut voir comment cette histoire va se terminer. Bradley et Christy Atkinson sont assis au banc des accusés, séparément, avec des avocats différents. Bradley est en tenue de prisonnier, le regard au sol. Christy se tient droite, le visage de marbre. La juge Margaret Williams donne lecture des charges. Maltraitance avec cruauté particulière, séquestration illégale, mise en danger de la vie d'autrui. Chaque chef d'accusation peut entraîner une peine allant de 20 ans à la perpétuité. Le procureur Connor commence à présenter les preuves. La première, le rapport médical. Le docteur Chen s'avance à la barre des témoins. Elle décrit l'état de Lorraine à son admission à l'hôpital. Un poids de 13,6 kg à 8 ans, atrophie musculaire, signe de malnutrition chronique. Un tel état ne survient pas en quelques semaines ou quelques mois, dit-elle. C'est le résultat d'années de privation systématique de nourriture et de mouvement. La défense tente de contester. L'avocat de Christy demande « Est-ce que cela aurait pu être le résultat d'une maladie ?» Non. Toutes les analyses montrent l'absence de toute pathologie qui aurait pu causer un tel épuisement. C'est le résultat de facteurs externes. Deuxième preuve, les photographies. Le procureur montre aux jurés 2 clichés côte à côte. Lorraine à 3 ans, saine, souriante. Lorraine à 8 ans, décharnée, terrifiée. Le silence règne dans la salle. Certains jurés détournent le regard. Troisième, le témoignage de Kyle. Il s'avance à la barre, serrant son carnet. « Dites à la cour ce que vous avez vu », demande Connor. Kyle parle d'une voix basse mais claire. Il décrit les années passées dans une maison où, derrière une porte, il y avait une vie ordinaire, et derrière une autre, Lorraine dans un placard. Il lit des extraits de son carnet, des dates, des événements, des détails. La défense ne pose aucune question, il n'y a rien à contester. Quatrième, le témoignage de Bradley. Il s'exprime dans le cadre de son accord avec le parquet. Il répète ce qu'il a dit lors de l'interrogatoire. L'idée venait de Christy, il l'a soutenue. Ensemble, ils ont créé le système d'isolement. L'avocat de Christy tente de discréditer son témoignage. Vous avez obtenu un accord en échange d'un témoignage contre votre femme. Vous avez un intérêt à mentir. Je ne mens pas, répond Bradley. Je dis la vérité, parce que je ne peux plus vivre avec ça. Cinquième, l'expertise criminelle du placard, photo du local, griffures sur les murs. L'inscription « Aidez-moi », traces de sécrétion biologique, restes de nourriture. L'expert explique « Ce local a été utilisé pour maintenir un être humain pendant une longue période dans des conditions incompatibles avec la vie normale. La surface, l'absence de ventilation,
les traces, tout indique des années d'isolement. La défense de Christie change de stratégie. Son avocat plaide l'irresponsabilité de sa cliente. Il présente un psychiatre qui affirme que Christie souffrait d'un trouble de stress post-traumatique après sa relation avec David. Le procureur appelle son propre expert. Le docteur Morgan réfute. Un trouble de stress post-traumatique ne pousse pas quelqu'un à planifier méthodiquement l'isolement et les passages à tabac pendant 6 ans. Madame Atkinson achetait des verrous, fournissait de faux documents à l'école, trompait ses proches. Cela demande de la planification, des actes conscients. Elle savait ce qu'elle faisait. Le procès dure 3 semaines. Témoignages, expertise, preuves. La défense ne peut pas contester les faits. Il y a trop d'indices, un tableau trop cohérent. Le 10 octobre, les jurés se retirent pour délibérer. Ils reviennent après 4 heures. La juge demande « Jurés, êtes-vous parvenus à un verdict ?» Le président du jury se lève. « Oui, votre honneur. Donnez-en lecture. Pour tous les chefs d'accusation concernant Christie Atkinson, coupable. Pour tous les chefs d'accusation concernant Bradley Atkinson, coupable. » Le visage de Christie ne scie pas. Bradley baisse la tête. 1 semaine plus tard, l'énoncé de la sentence. La juge Williams regarde les accusés. « Ce que vous avez fait est sans excuse. Vous avez transformé la vie de Lorraine en 6 années de souffrance. Vous l'avez privée de son enfance, de sa santé, de son avenir. » Elle marque une pause. « Christie Atkinson, vous êtes condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. À Bradley Atkinson, compte tenu de votre coopération avec l'enquête, vous êtes condamné à 40 ans de réclusion criminelle. Ils sont emmenés, l'affaire est close. Mais l'histoire de Lorraine ne s'arrête pas là. Le jugement a clos la partie juridique, mais des années de reconstruction, de thérapie et de tentatives pour récupérer ce qui a été volé par 6 années de ténèbres l'attendent. Hôpital du comté de Harris, mars 2019, décembre 2020. Lorraine passe près de 2 ans sous surveillance médicale. Les premiers mois sont critiques. Son organisme est à bout. Le docteur Chen explique « Nous ne pouvions pas lui donner une alimentation normale immédiatement. Après une privation de nourriture aussi longue, une augmentation brutale des calories peut tuer. C'est le syndrome de renutrition inappropriée. Lorraine est nourrie par petites portions toutes les 2 heures, lentement, en augmentant progressivement le volume. En juin 2019, elle a repris 5 kilos. En septembre, 7 de plus. La thérapie physique commence en parallèle. Ses muscles sont atrophiés. Lorraine ne peut pas marcher seule. Le thérapeute James Carter travaille avec elle quotidiennement. D'abord de simples mouvements de jambes en position allongée, puis des tentatives de se lever avec soutien. Après 4 mois, ses premiers pas sans aide. À la fin de l'année 2019, Lorraine peut marcher seule, lentement, avec hésitation, mais elle y arrive. La réhabilitation psychologique est plus complexe. Le docteur Morgan mène des séances 3 fois par semaine. Les 6 premiers mois, Lorraine ne parle presque pas. Elle répond par monosyllabes, évite le regard. Morgan utilise l'art-thérapie. Lorraine dessine. D'abord des lignes sombres et chaotiques. Progressivement, les couleurs apparaissent. Vert, bleu, jaune. Les formes deviennent reconnaissables. Une maison avec des fenêtres, un soleil, des silhouettes de gens qui sourient. Au printemps 2020, Lorraine commence à faire des phrases. Simples, courtes, mais c'est un progrès. Les services sociaux lui trouvent une famille d'accueil. Mary et John Harrison, un couple d'une 50aine d'années. Parents d'accueil expérimentés, ayant déjà élevé 3 enfants adoptifs. Lorraine emménage chez eux en août 2020. Les premières semaines sont dures. Elle a peur des portes fermées. Elle dort avec la lumière allumée. Elle ne supporte pas d'être dans de petites pièces. Mary et John sont patients. Ils ne font pas pression, laissent à Lorraine le temps de s'adapter. Peu à peu, la peur recule. Septembre 2020. Lorraine va à l'école. Pas dans une classe ordinaire, mais dans un programme spécial pour ceux qui ont besoin d'un soutien supplémentaire. Une classe de 6 élèves, une approche individuelle. L'enseignante Sarah Mitchell se souvient, « Le premier mois, Lorraine restait simplement assise en silence. Elle ne répondait pas aux questions, ne participait pas aux activités. Mais j'ai remarqué, elle écoute, elle absorbe. » En décembre, Lorraine commence à répondre. Elle lève la main quand elle connaît la réponse. Elle lit à voix haute, bien que lentement. Elle écrit des phrases dans son cahier. À la fin de l'année scolaire, elle rattrape le niveau du cours préparatoire. À 9 ans, elle apprend à lire et à écrire ce qu'elle aurait dû savoir à 6 ans. Mais elle apprend. En parallèle, le travail avec la psychologue continue.
Morgan aide Lauren à traiter son traumatisme, lui apprend à exprimer ses émotions avec des mots, à poser des limites, à faire à nouveau confiance aux gens. En 2021, Lauren prend une décision, elle veut changer de nom. Lauren Atkinson me rappelle ces gens-là, dit-elle à Mary. Je ne veux pas porter leur nom de famille. Mary et John la soutiennent. Ils déposent une requête au tribunal. En mars 2022, son nouveau nom est officiellement approuvé. Lauren devient Emily Harrison. Le changement de nom est symbolique. Une rupture avec le passé. Le début d'une nouvelle vie. En 2023, Emily étudie dans une école ordinaire. Elle suit toujours une thérapie, mais désormais une fois par semaine. Pas 3. Elle se fait des amis. Elle chante dans la chorale de l'école. Elle joue au football dans la ligue de jeunesse locale. Physiquement, elle accuse toujours un retard par rapport à ses camarades. Sa taille est inférieure à la moyenne, mais les médecins disent qu'elle finira par rattraper son retard avec le temps. Psychologiquement, les cicatrices demeurent. Il y a des mauvais jours, des cauchemars, des crises d'angoisse. Mais elle a survécu. Elle n'a pas seulement survécu, elle vit. Kyle a lui aussi trouvé une nouvelle famille. Il vit dans une autre ville et suit une thérapie. Emily et lui communiquent de temps en temps par appel vidéo. Avec précaution, il restaure lentement le lien qui avait été brisé par des années passées dans des pièces différentes d'une même maison. L'histoire de Lauren Atkinson s'est terminée dans ce placard en mars 2019. L'histoire d'Emily Harrison ne fait que commencer. Et c'est l'histoire, non pas de ce qu'on lui a fait, mais de ce qu'elle devient malgré tout cela.